Levez-vous. La cour. Tout est à faire. Donc ça, c'est les infractions dont vous serez amené à vous expliquer tout à l'heure dans le tribunal correctionnel. On a des réquisitions qui durent 2 heures pour 30 prévenus. Récit de justice. Qu'on nous dise exactement, si ce n'est pas le taser, qu'est-ce qui a tué notre fils. Un podcast de Tessa Groman. J'ai du mal à réaliser ce qui s'est passé et je crois que je vais mettre un petit peu de temps avant de me remettre. Épisode 4, le copier-coller. Il nous a plombé notre truc. Il s'est servi de paillasson, il s'est servi de marchepied. Non, c'est pas à vous de m'expliquer les trucs. Non, j'ai pas. Vous ne deviez pas m'agresser comme ça, moi je suis pour rien. Vous m'avez regardé dans les yeux, vous m'avez agressé, c'est pas juste. Ils sont du même côté, celui des victimes. Pourtant, ce matin, les liens qui les unissent depuis 3 ans n'existent plus. 5 jours plus tôt, le vendredi 3 octobre 2025, ils sont entrés dans la cour d'assises de ce palais de justice à Angers. Ils partageaient les mêmes émotions, l'anxiété, la tristesse et la colère. Ils sont 3 familles, les parents d'Ismaël, de Manuelito et d'Atama, et ils sont partie civile dans le procès du meurtrier présumé des 3 garçons. Ils avaient 16, 18 et 20 ans, et ils ont été tués en l'espace de 10 secondes et 3 coups de couteau. C'était dans la nuit du 15 au 16 juillet 2022. On revient sur le triple homicide d'Angers. 3 jeunes âgés de 16, 18 et 20 ans ont été tués par arme blanche dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une rixe. Vendredi soir, Ismaël, Atama et Manolito ont pris la défense d'une jeune fille de leur groupe qu'un homme ivre tentait d'agresser. Atama et Manolito étaient des joueurs de rugby du SCO d'Angers, des Iliens appréciés ici et respectés, tous deux originaires de Wallis et Futuna. La communauté océanienne est très présente en Maine-et-Loire. Les enquêteurs tentent de retracer le parcours sanglant de l'agresseur qui, à la suite d'un premier conflit vers 1h du matin, est revenu chercher vengeance quelques heures plus tard, un couteau à la main. Un suspect de 32 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Il serait d'origine soudanaise, en situation régulière, jamais condamné par la justice. Il était connu pour des violences, dégradations et conduite en état de vie. Dans cet épisode, je vais suivre les familles de Manuelito et d'Atama, les 2 jeunes victimes wallisiennes, pendant le procès du meurtrier présumé de leur enfant. 5 jours d'audience intense et un rebondissement de dernière minute qui rappelle qu'en matière de justice, tout peut arriver. Là, on est le 3 octobre 2025. Il est 8h30 du matin et je suis devant le palais de justice d'Angers pour le premier jour du procès. C'est un large bâtiment blanc avec au centre un fronton et des colonnes. Il fait face à une vaste esplanade qui lui donne un petit air de Maison Blanche. En haut des marches, des hommes et des femmes d'origine wallisienne parlent ensemble. Le tribunal ouvre ses portes, on passe le portique de sécurité et on se retrouve dans une grande salle qui ressemble à un hall de gare. Bonjour, Tessa Groman. Je vais à la rencontre de Petelo Otomalo, le père de Manuelito. Cheveux courts, physique assuré, ça se voit pas mais il le dit, il est tendu. C'est la première fois que je suis là, que je viens, je découvre tout. Au fur et à mesure du temps que ça passe, nous on découvre. Et puis, ça fait un peu peur. Ça fait 3 ans maintenant, la douleur est toujours là. On a essayé de mettre un peu en veille d'autres sentiments. Mais je pense que ça fait déjà 1 semaine que tout ça a remué, puis tout ça ressort. Et en termes de partie civile, il y a vous, de votre famille, il y a qui exactement? Il y a ma mère qui est à Wallis actuellement. Là. Ma mère qui n'a pas pu parce que comme elle était à mobilité réduite, donc elle ne pouvait pas se déplacer. Et puis il y a mes enfants. Mes enfants, j'ai 2 enfants, il y en a une de 19 ans et puis de 12 ans, que je n'ai pas voulu qu'ils assistent, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous montrer, peut-être les photos. Et il y a mon fils aîné qui va venir dans pas longtemps. Je ressens sur mes enfants que tout ça a changé. Même pareil pour mon épouse, on n'en parle jamais à la maison. Mais je sais, donc, heureusement que tout ce fardeau-là, c'est moi qui les transporte tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Vous l'aurez compris, Petelo, c'est le patriarche. 22 ans dans l'armée, il est arrivé dans l'Hexagone en 2007. Aujourd'hui, lui et sa femme sont chauffeurs de tram et de bus à Angers. Le drame et ses suites judiciaires leur sont, on peut dire, tombés dessus. Pendant tout le temps du procès, Petelo va être le seul de la famille à s'exprimer. Pour l'instant, il s'en remet beaucoup à ses avocats.
On en a deux avocats exactement. Et puis il y a les parties civiles, il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'avocats, donc c'est un peu compliqué. Ils nous ont aidés. Et puis moi j'ai confiance. J'ai confiance aux avocats. On entre dans la salle d'audience, au fond du hall. Elle est relativement grande, moderne, tout en bois clair. À droite du bureau, où siègent les juges et les jurés, j'ai appris d'ailleurs que ça s'appelle la table de justice, il y a le box où va s'asseoir l'accusé, et fixé au box, un banc où se trouve son avocat. De l'autre côté, à gauche, il y a les avocats de la partie civile. Pas tous, ils sont trop nombreux. Une partie va s'asseoir sur les premières rangées de bancs côté public. Dans le reste de la salle, il y a les proches des 3 familles des victimes. Les familles d'Atama et de Manuelito se rassemblent sur les bancs de gauche, celle d'Ismaël à droite. Et ça va rester comme ça tout le temps du procès. Plus de 40 personnes se sont portées partie civile. Je vous rappelle qu'on assiste à un procès aux assises. C'est la juridiction qui juge les crimes les plus graves. Les peines qui y sont prononcées peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Elle représente moins de 5% de toutes les peines prononcées dans les tribunaux. C'est aussi la seule juridiction qui fonctionne avec un jury populaire. Et l'ouverture d'un procès aux assises, c'est tout un rituel que je vous décris. Là, l'avocat général, le président de la cour et ses 2 juges assesseurs sont déjà arrivés. Le président fait entrer l'accusé. Veuillez faire entrer l'accusé. Qui est amené dans le box. Taille moyenne, jogging noir et jaune, il porte un masque chirurgical, on ne sait pas trop pourquoi. Je vous en reparlerai. Il est entouré de 8 policiers armés et munis de gilets pare-balles. Silence dans la salle. Comme il ne parle pas bien le français, il a le droit à un interprète qui s'assied à côté de l'avocat de la défense. Il va traduire les paroles de l'accusé tout le temps du procès. Maintenant, l'accusé est debout. Il répond aux questions du président sur son identité. Il confirme qu'il est né au Soudan le 1er janvier 1990. Il travaillait dans l'agriculture au moment des faits. Puis le président lui dit « Je vous informe qu'au cours du procès, vous avez le droit de faire des déclarations ou de vous taire. Si vous faites le choix de vous taire, vous nous le direz. Vous pouvez vous asseoir. » On passe à l'appel des jurés. Ce sont des citoyens comme vous et moi. Et ils ont été tirés au sort sur les listes électorales. Précision, un juré doit avoir plus de 23 ans et il faut qu'il sache lire et écrire en français. Dans un procès en première instance, il y a 6 jurés. Pour l'instant, ils sont assis dans la salle. Et surtout, ils sont beaucoup plus que 6. Ils sont même une vingtaine. Parce qu'un nouveau tirage au sort va désigner ceux qui vont vraiment participer au procès. Cette place laissée au hasard permet de protéger l'indépendance du jury et de renforcer l'idée d'impartialité de la justice. Cela dit, 7 des jurés tirés au sort par le juge peuvent aussi être récusés, 4 par la défense et 3 par l'accusation. La défense, c'est l'avocat de l'accusé. L'accusation, c'est l'avocat général, le magistrat qui, en cour d'assises, représente le ministère public, comme on dit, en clair, nous, la société. Donc, après avoir fait l'appel, pour savoir si tous les jurés convoqués sont là, présent, le président de la cour d'assises passe au tirage au sort. Je vous décris la scène. Le président, avec sa robe et son hermine, devant lui, un bocal en verre rempli de billes. Il plonge sa main dans le bocal, remue les billes et en sort un numéro qui correspond au nom d'un juré, qu'il appelle. Alors le juré se lève et marche jusqu'à rejoindre les juges. Mais parfois, récusés. Ils sont coupés dans leur élan et ils retournent s'asseoir. 3 fois, l'avocate générale va user de son droit de récusation. Pourquoi ? On ne sait pas. Les seules informations qui lui sont communiquées sur les jurés avant le procès, c'est leur nom, leur âge et leur profession. Bon, à l'heure d'Internet, elle peut facilement consulter leurs réseaux sociaux et déduire peut-être leur état d'esprit vis-à-vis du crime jugé. S'ils seront plutôt durs ou cléments au moment du verdict. Mais ça reste vraiment un pari. Donc ça y est, les 6 jurés ont pris leur place à droite et à gauche de la cour. Il y a aussi 4 jurés supplémentaires qui s'assoient derrière eux. Ils sont là pour les remplacer en cas de défaillance. Le rituel du jury populaire se termine avec leur serment. Je vous prie de bien vouloir vous lever. La cour va maintenant recevoir votre serment. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M. Al-Kawad Al-Ziné Souleymane, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime,
de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de vos fonctions. Je déclare le débat ouvert. Les faits. C'est la première page du procès. Le président expose les faits, c'est-à-dire les événements qui se sont passés le soir du crime. Je vous résume. Vers 1h du matin, un homme, visiblement alcoolisé, agresse sexuellement 2 jeunes filles qui font la fête sur une esplanade en plein centre-ville d'Angers. Il met une claque sur les fesses de l'une, tente d'arracher le t-shirt de l'autre et les insulte. Plusieurs garçons, dont Manuelito et Atama, interviennent et le frappent. Il part, le visage en sang, dans une voiture avec un autre homme. Et la fête continue. 1 heure plus tard, il revient seul. Il se dirige vers le groupe de jeunes qui l'ont frappé. Atama et Manuelito lui disent de partir. Il sort un couteau caché sous son t-shirt et frappe les deux. Puis Ismaël, qui s'interpose entre lui et sa petite amie. Un seul coup porté à chaque victime, 10 secondes entre le premier et le dernier coup. Il blesse aussi 3 autres garçons, dont 2 jeunes wallisiens, avant de s'enfuir à pied et d'être rattrapé par des policiers qui l'interpellent alors qu'il tient encore à la main son couteau ensanglanté. Des caméras de vidéosurveillance ont capté la soirée sur le lieu de la fête et dans le foyer où vit le meurtrier présumé, ce qui permet d'établir en partie le déroulé des faits. Et des traces d'ADN de Manuelito sont retrouvées sur la lame du couteau. Bref, l'accusé est poursuivi pour meurtre, tentative de meurtre et agression sexuelle, dont une sur mineure, la petite amie d'Ismaël qui avait 15 ans. Le président ajoute que l'accusé avait déjà plusieurs mentions à son casier judiciaire avant l'attaque. Des infractions pour violence, toujours sous l'emprise de l'alcool. Chaque fois, il explique aux policiers qu'il ne se rappelle plus ce qu'il s'est passé. Il fait la même réponse quand il est interrogé au sujet des meurtres. À cette lecture, on comprend que l'enjeu du procès n'est pas d'établir la culpabilité de l'accusé, qui semble assez clair. Ce qu'attendent les parties civiles, ce sont d'une part les explications de l'accusé et bien sûr le verdict. Est-ce que la Cour va lui accorder des circonstances atténuantes ? Et ce n'est pas impossible compte tenu de son parcours de vie, comme on le verra. En attendant, le président demande à l'accusé « Pouvez-vous nous indiquer quelle est votre position sur les faits qui vous sont reprochés ?» Sa réponse, traduite par l'interprète. Je ne trouve même pas les mots pour dire que je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je n'avais pas l'intention de tuer des gens. Ils ont une mère, un père, ils ont une famille. Je me souviens de rien du tout. Je suis vraiment désolé. Désolé de ce qui s'est passé. Il dit aussi « J'ai beaucoup de considération pour les femmes. Les femmes, c'est ma mère, c'est ma sœur. » Un temps de pause. Et nous voilà tous dehors dans la vaste salle des pas perdus. Je m'approche de Pétello, le père de Manuelito. Ça vous a fait quoi de le voir hein? On ne peut même pas imaginer ce qu'on a dans le cœur. Ouais. Ils n'osent pas nous regarder, là d'ailleurs. C'est qu'il a beaucoup de choses à se reprocher, je pense. Et quand je lui demande ce qu'il a pensé de ses excuses... J'en veux pas de son parent. J'en veux pas. S'il a des excuses à faire, c'est auprès de ses parents. On dit à ses parents de devenir un sauvage. Voilà, c'est pour ça que j'en veux pas de ses excuses. J'en veux pas. Colère intacte. On pourrait le croire endurci dans l'épreuve, mais une image qui me reste de lui dans la salle d'audience me dit le contraire. Il est assis et il caresse avec beaucoup de gentillesse un chien posté à ses pieds. Alors je lui demande. Ouais, en fait, c'est un chien de Victime 49. Victime 49, c'est l'antenne locale de l'association France Victimes qui aide notamment les parties civiles dans leur parcours judiciaire. Et elle leur propose parfois la présence d'un chien dressé pour les accompagner pendant le temps du procès. Donc là, ils nous ont proposé, et puis moi j'aurais pris un rendez-vous avec eux, j'aurais dit oui. Je suis arrivé sur place, et puis le chien il est venu me voir, et puis il est assis sur moi, et puis aujourd'hui on est devenus copains. Et ça vous fait du bien ? Ouais, ça me fait du bien. C'est quoi son nom ? Rookie, il s'appelle. Je pense que le chien va m'accompagner quand je vais aller témoigner. Hein. J'ai demandé à la dame qui l'accompagne, j'ai demandé si le chien pouvait m'accompagner. Elle me dit bah oui, il n'y a pas de problème. Ben, j'espère bien. Je laisse Pétello et je vais voir Jean-Émile, le père d'Atama. Même physique, imposant, mais avec une personnalité beaucoup plus introvertie. J'essaie de me conserver
pas faire une faute, mais c'est très difficile. Il n'y a pas d'excuse valable par rapport aux actes qu'il a fait. Donc. On comprend que Jean-Émile retient sa colère et qu'il espère la perpétuité en guise de verdict. Je lui demande s'il souhaite s'exprimer devant la cour. Non, je ne pourrais pas. Mais pourtant j'ai tellement de trucs à dire, mais non, je ne peux pas. Jean-Émile a un autre fils, le frère jumeau d'Atama, et lui va parler plus tard devant la cour. Les victimes. Le procès avance, les détails se précisent sur le parcours de vie de l'accusé et le scénario du crime. L'accusé doit être interrogé le mercredi matin. Mais avant, la cour doit entendre des témoins de la soirée. Et le président a prévu un temps pour écouter les familles des victimes. Mardi après-midi, Fanny, la petite amie de Manuelito, est appelée à la barre. Démarche assurée, voix ferme. Elle n'a pourtant que 21 ans et 17 au moment des faits. Elle dit « J'ai assisté à la soirée, j'étais avec mon compagnon. On n'était pas tout le temps collés ensemble. Moi, j'étais devant la sono du côté gauche. À un moment, je le cherche du regard pour savoir où il est. J'ai vu l'accusé, il était au sol, et j'ai vu Manuelito qui se trouvait à côté de lui. » Là, elle parle de la première altercation. Je voyais que Manuelito était énervé, mais je savais pas pourquoi. Je lui ai dit que je voulais pas qu'il se mêle d'histoire. Et puis, la suite, 1 heure plus tard. Je traîne un peu, et je cherche Manuelito, je réalise qu'il y a un énorme attroupement. Et je l'aperçois, je reconnais ses vêtements. Avec le son, on n'entendait rien du tout. Elle se rapproche. Je l'ai pris, il m'a regardé, et de tous ses orifices, il y avait du sang qui sortait. Elle pleure, et s'excuse de pleurer. Après, je suis allé aux urgences. Après, la soirée s'est finie. Merci de m'avoir écouté. Le président lui pose des questions sur le couple qu'elle formait avec Manuelito. Ils se rencontrent le 1er janvier 2021, sortent ensemble en avril. Ils se séparent un temps, en 2022, avant de se remettre ensemble. Elle dit « J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bon. Il était bienveillant avec tout le monde. Il s'est sacrifié pour notre sécurité. Les autres aussi. » Fanny parle pendant plus d'1 demi-heure. À la fin, le président lui dit « La cour vous remercie. » Pause. Je vais la voir dans le grand hall. Je lui dis comme on a été impressionné par son assurance. Et tout de suite, elle me parle de la famille de Manuelito. Nous, au quotidien, avec ma mère, quand on allait les voir après son décès, c'était dur de voir cette souffrance-là au quotidien pour eux. Ils ont vu leur fils partir un jour et plus jamais revenir, en fait. Pour moi, c'est des gens exceptionnels qui sont très très forts, qui subissent tout ça et qui essayent de rester forts pour être là aujourd'hui. Son papa, sa maman, ils sont détruits à l'intérieur. Peut-être qu'ils ne l'extériorisent pas forcément comme les autres familles, mais ils l'ont là en fait. C'est d'autant plus fort pour eux parce qu'ils n'arrivent pas en fait à se lâcher, à lâcher leur peine. Je lui fais remarquer qu'elle parle beaucoup de la souffrance des autres, mais pas de la sienne. Oui, ça a été dur évidemment de voir ça, de voir celui avec qui je voulais faire ma vie, potentiellement mourir devant moi, ça a été très dur. J'ai complètement arrêté mes études, je suis, je pense, sur une pente aussi où je commence à avoir en fait des projets aussi, des projets de vie où j'essaye de voir plus loin en fait que ça, et ça n'a pas été le cas pendant les 2 dernières années. J'ai réussi à avoir un travail un peu stable du coup la dernière année là qui a suivi, donc 2024-2025, et c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidé aussi à retrouver en fait une hygiène de vie, parce qu'en fait du coup pendant ces 2 ans-là j'avais aucune hygiène de vie du tout, je faisais des grosses insomnies et puis j'avais aussi du mal à réaliser que c'était vrai en fait pendant ces 2 ans-là. Là il y a pas longtemps où j'ai pas forcément eu le choix, mais j'ai plus vu la vérité en face, d'accepter qu'il était parti, parce que à chaque fois on en reparlait, à chaque fois que je revivais un peu tout ça, et je partais en crise un peu, parce que en fait ça me montrait en fait qu'il reviendrait pas et qu'il était vraiment décédé en fait. Et ce que je veux faire comprendre aussi, j'ai essayé, mais c'est vrai que j'ai pas forcément pu développer forcément plus, mais aussi qui comprennent les jurés que en fait il a pas tué que les garçons en fait, il a aussi tué 3 autres familles entières
constituée de pères, de mères, de frères et sœurs, de cousins, de tantes, de grands-parents en fait. Et en fait, il nous a tués moralement, cet homme-là, il nous a détruits moralement. Ce procès aussi, on en a tous besoin dans le sens où ça nous fait comprendre aussi tout ce qui s'est passé, donc c'est important d'être là aussi aujourd'hui. Retour dans la salle d'audience. À 17h, c'est le temps de parole pour les familles des victimes. Le premier à parler, c'est Pétello. Il est debout, devant la cour, la main droite posée sur le pupitre et à ses pieds, il y a Rookie, le chien, tranquille, couché par terre. Que souhaitez-vous dire ? Lui demande le président. Il répond : Je suis un peu partagé entre souffrance et colère. Tous les jours, on va au cimetière, même quand on finit tard. Je pense que notre famille est détruite à jamais. Le président : J'aurais souhaité que vous nous parliez de votre fils. Je l'ai accompagné partout. Il a dit qu'il voulait faire paysagiste. Il faisait une alternance en CAP, je l'amenais tous les jours. Il m'a présenté sa petite copine. On est tous partis en vacances. Il était très heureux, mon fils. Dans la salle, Fanny pleure. Une avocate de la partie civile. Un mot pour votre épouse ? Ma femme est très réservée. Elle n'arrive plus à parler. Je sais que mon épouse souffre tous les jours. Sur un banc, son épouse baisse la tête et pleure. Pétello se rassoit. Maintenant, c'est Sanélé, le frère jumeau d'Atama, qui vient parler. Il a 23 ans. Je tiens à dire que je viens parler au nom de ma mère qui n'a pas la force. Je vais parler exclusivement de mon frère, mais ça ne retire rien de la peine des autres familles. Le 16 juillet, c'est 4 jours avant notre anniversaire, à moi et mon frère, je reçois un appel de mon ami Enzo qui dit que mon frère a pris des coups de couteau et qu'il est à terre. Il pleure. Mon frère, c'est un rayon de soleil. Son sourire et son côté protecteur. Il se donnait à 1000% dans tout. C'était un exemple pour moi. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est que je fais confiance à la justice pour qu'elle fasse payer ses crimes à cet homme. D'autres personnes viennent raconter comment ils ont vécu le drame. L'oncle d'Atama. Il me manque. La mère, la grand-mère d'Ismaël, sa sœur, qui, du haut de ses 14 ans, raconte en sanglots la vie qu'elle partageait avec son grand frère disparu. C'est plus pareil à la maison. En fait, ce qui est difficile de vous restituer ici, ce sont les vagues d'émotions qui soudain traversent l'Assemblée pendant ces témoignages. Les familles, bien sûr, mais aussi des jurés et même des policiers. Certains pleurent, d'autres retiennent leurs larmes, mais la tension est forte dans la salle d'audience. Quant à l'auteur de ces meurtres, difficile de savoir comment il reçoit tout ça, assis dans son box et caché derrière son masque chirurgical. L'accusé. 4e jour du procès. Ce matin, la parole est à l'accusé. Mais avant, le président fait projeter sur les écrans de la salle d'audience le dessin anatomique d'un homme sur lequel apparaissent des points un peu partout. Ce sont toutes les blessures relevées sur le corps de l'accusé. De haut en bas, des cicatrices sur le crâne, des traces de brûlures avec une pointe en fer chaud, des lésions dans le dos qui sont des marques de coups de fouet, 2 cicatrices sur le bras, là aussi des traces de brûlures, une autre à la jambe, la trace d'une balle qui l'aurait effleuré. On l'aura compris, l'homme a connu de lourdes violences dans sa vie. On le sait déjà parce qu'au début du procès, la Cour a consacré un temps à la personnalité de l'accusé. On a appris qu'enfant au Soudan, il subit des sévices de la part de son père. Il voit aussi son cousin se faire égorger par son frère sous ses yeux. C'est ce qu'il a dit à l'enquêtrice de personnalité, la psychologue chargée de l'interroger sur sa vie. Vers 15-16 ans, il travaille dans une mine d'or, toujours au Soudan. Plusieurs de ses collègues meurent dans des accidents et il est frappé à coups de baïonnette par des hommes qui viennent attaquer la mine. Puis, il quitte le Soudan, passe par la Libye, où il est témoin, dit-il, de l'égorgement de 27 hommes accusés par des soldats de Daesh de ne pas connaître le Coran. D'un point de vue psychiatrique, il évoque des hallucinations quand il est adolescent et d'un traitement par médicaments. Il arrive en France en 2016 et là, ce qui ressort de son parcours, c'est surtout un problème avec l'alcool, qui le rend parfois agressif. Mais certains de ses employeurs le décrivent aussi comme un agent agricole discret, calme, sans problème. Voilà pour sa trajectoire de vie. Mais aujourd'hui, il est interrogé sur les faits qui l'ont amené dans cette cour d'assises. Les agressions sexuelles, les meurtres et les tentatives de meurtre. Le président. Monsieur, veuillez vous lever, nous allons aborder les faits. L'accusé a la tête baissée. Il porte toujours un masque. Tout ce qu'il va dire sera traduit en français par son interprète. Sur les faits, je me souviens de rien. Je me suis réveillé sur un lit d'hôpital, attaché, menotté. Le président. Votre dernier souvenir remonte à quand ? Je me souviens que ce jour-là, je suis parti chercher une bouteille d'alcool. Avez-vous des flashs, des images qui vous reviennent ? Non. Vous n'avez pas souvenir de gestes sexuels auprès de jeunes filles sur l'esplanade ? Jamais, jamais.
Vous n'avez pas mémoire d'avoir été frappé, d'avoir eu le nez fracturé ? Quand je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai remarqué que j'avais du sang. Vous avez compris que les familles attendent des réponses, mais les questions que je vous pose, elles, ont aussi pour but de faire part de vos réflexions. Est-ce que vous avez voulu vous venger, en clair ? Se venger de quoi ? De qui ? Je n'avais aucun problème avec ces gens-là. Certains ont participé à des actes de violence sur vous, monsieur. Je vous jure que je ne savais pas. Le président l'interroge sur ses problèmes d'alcool. Pour moi, il est indispensable de boire pour oublier ce que j'ai vécu. Le président. Pourquoi vous portez un masque ? J'ai la grippe. Êtes-vous conscient que c'est un moment important pour les parties civiles ? Ne pourriez-vous pas enlever ce masque ? Il retire le masque. Une avocate de la partie civile. Êtes-vous capable de sentiments positifs ? Depuis le premier jour, en voyant, en entendant ces familles, les vidéos, les autopsies, vous n'avez exprimé aucune émotion. Êtes-vous capable de sentiments, d'amour, de compassion ? Moi, je contrôle pas les émotions. Par contre, la mort, pour moi, c'est quelque chose d'ordinaire. J'ai vu la mort partout. Son avocat. Hier, les familles de victimes ont raconté leur souffrance. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Franchement, ça m'a brisé le cœur. Quand j'ai écouté les papas, les mamans, je me suis mis à leur place. Fin de l'interrogatoire. Il a duré 1h40. À la pause, je demande à Jean-Émile, le père d'Atama, et Fanny, la petite amie de Manolito, ce qu'ils en pensent. Donc ça confirme bien qu'il est revenu pour se venger, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Donc, il a bon à dire tout ce qu'il veut, même s'il s'excuse, mais ça ne change pas ma position. Donc, Personnellement, je pense qu'il est conscient. Moi, de ce qu'il a fait, je pense que c'est une stratégie personnellement de sa part, peut-être de son avocat, de dire qu'il se souvient de rien. Du coup, je pose la question à son avocat, maître Charles-Alexis Garot. La position de mon client, elle est constante depuis le début du dossier. Il ne se souvient pas des faits. C'est sa position depuis le début. Effectivement, je comprends la frustration. Les gens, c'est normal, et les gens veulent savoir le pourquoi du comment. C'est naturel. Mais mon client est dans une impossibilité de délivrer une explication et son vécu à ce moment-là. C'est pas possible pour lui. L'après-midi, une psychologue qui a consulté l'accusé va dans le sens de son avocat, en évoquant des troubles du stress post-traumatique liés à toutes les violences qu'il a vues et subies. La psychologue conclut : moi, je trouve que c'est crédible, le blackout qu'il rapporte. Le rebondissement. Jeudi 9 octobre 2025, 5e et avant-dernier jour du procès. J'arrive à 9h, dans la salle d'audience, drôle d'ambiance. La veille, j'ai quitté le palais de justice avant la fin des débats et j'apprends qu'il y a eu un incident en fin de journée. Ce qui s'est passé la veille au soir est lié à un document distribué aux avocats. Il contient la liste des questions qui vont être soumises aux 6 jurés au moment des délibérés, du genre: l'accusé, M. Alkawad Alzine Souleymane, est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Manolito Otomalo, etc. Un document donné par le président à titre d'information. Mais ce que découvrent avec surprise les avocats en le lisant, c'est une phrase écrite en bas de la dernière page. L'accusé, M. Alkawad Alzine Souleymane, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Alors que le procès n'est même pas terminé, comme si son sort était déjà scellé. Incompréhensible, mais clairement inacceptable pour l'avocat de l'accusé. Pourtant, ce n'est pas lui qui s'énerve ce jour-là. C'est un avocat de la partie civile, maître Yassine Bouzrou. Grand avocat parisien, il représente une partie de la famille d'Ismaël. Il n'était pas présent au début du procès. Ensuite, il s'est fait remarquer par ses interventions assez retentissantes pendant les débats à des moments où il n'avait pas la parole. Et donc, c'est lui qui dénonce le document. Le président ne comprend pas bien ce qu'il se passe, explique qu'il n'a pas le même document que les avocats et l'audience est suspendue. On en est là ce jeudi matin. Et on attend tous l'arrivée de la cour, longtemps. Elle entre dans la salle à 10h20. Lourd silence. Le président. Je reprends cette audience pour fournir des explications qui n'ont pas été données hier. Et là, il explique que la phrase de condamnation rédigée sur les documents distribués est une erreur de copier-coller. Le nom de l'accusé apparaît dans un verdict qui a été prononcé dans une autre affaire criminelle, déjà jugée. Le président, lui, n'avait pas cette erreur sur son document et donc ne s'est pas rendu compte du problème. Il n'a pas contrôlé les documents qui ont été distribués, alors il dit:
J'assume pleinement cette situation, c'est de ma responsabilité de communiquer des pièces conformes. Il rajoute : Je n'ai aucun a priori par rapport à l'accusé, les débats ne sont pas clos, mais se pose cette question d'impartialité objective. C'est le terme qui veut dire qu'on peut le soupçonner d'avoir un parti pris. Puis, il donne la parole à l'avocat de l'accusé, maître Charles-Alexis Garot. La feuille de questions fournie hier faisait mention de la condamnation. À mon sens, il s'agit là d'une difficulté insurmontable qui constitue une atteinte irrémédiable aux droits de la défense. Vous m'avez donné une explication, mais je ne peux pas être sûr que ce soit ça. Je demande donc à la Cour de prononcer la nullité des débats. En clair, annuler le procès. La parole est maintenant aux avocats des victimes. Et là, on va comprendre qu'il existe un désaccord profond entre Maître Bouzrou, celui qui a dénoncé l'erreur, et les autres avocats, qui ont décidé d'un commun accord de lui donner la parole en premier. Lui. J'estime que la demande de nullité de notre confrère est parfaitement légitime. Je réclame un procès équitable, je préfère largement une audience renvoyée. Exclamation de protestation depuis les bancs des partis civils du côté des familles de Magnolito et d'Atama. Le président. Je vous prie de garder le silence dans la salle. Puis, les autres avocats des victimes se succèdent pour parler. Monsieur le Président, nous tenons à vous dire qu'il n'y a aucun soupçon sur votre personne. Nous assistons des personnes qui souffrent depuis 3 ans, qui sont ici depuis presque une semaine. Ils ont eu le courage de prendre du temps, de pleurer. Ces personnes-là ne peuvent pas imaginer que ces jours passés ne servent à rien. Je fais mienne les observations de mes confrères. Mes clients ne souhaitent pas un renvoi. Il y a aussi une passe d'armes entre 2 avocats de la partie civile, Pascal Rouillet et Yacine Bouzrou, celui qui a relevé l'erreur dans le document et qui veut annuler le procès. Pascal Rouillet. J'ai honte pour mon barreau. Tout cela n'a aucun intérêt si ce n'est permettre à certains d'exister. Yacine Bouzrou. Moi j'ai honte pour mon barreau, qu'un confrère ne connaisse pas ces pièces élémentaires qu'on apprend en première année de loi. Ce sont des droits fondamentaux. Et là, il convoque la figure de Robert Badinter, qui fait ce jour-là son entrée au Panthéon pour appuyer ses paroles. Maintenant, l'avocate générale donne son point de vue. Je suis intimement convaincu que ce document ne reflète pas une partialité de la Cour. Ce procès, depuis le début, s'est déroulé en toute sérénité. Les parties civiles ont fait preuve d'une très grande dignité. Renvoyer ce dossier serait un énorme gâchis. Le président. Maître Garot, souhaitez-vous rajouter quelque chose ? C'est l'avocat de l'accusé. Le problème, c'est que moi je vais dire à mon client ce qu'il y a écrit sur le document. Et forcément pour lui, et pour moi, ça pose question. Je ne peux pas faire semblant que ça n'existe pas. J'entends vos arguments, mais dans le doute, je suis obligé de faire ces conclusions. Comprendre, demander la nullité. Et enfin, l'accusé, comme toujours, a la parole en dernier. Moi je connais pas le droit, donc moi je fais confiance à mon avocat. L'audience est suspendue. La Cour se retire pour délibérer, oui ou non le procès doit-il être annulé. Pétello se lève, s'approche du banc de la famille d'Ismaël et crie « Il s'en fout de vous, l'avocat !» Il parle de leur avocat, Yacine Bouzrou. Tout le monde sort. Je constate qu'il y a beaucoup de policiers dans la salle des pas perdus, signe que le tribunal anticipe d'éventuels débordements. Je m'approche de Fanny, la petite amie de Magnolito. Je suis désolée, je voudrais prendre un temps. Elle me dit qu'elle est trop bouleversée pour parler. Peut-être plus tard, je voudrais bien, mais... Un peu plus loin, règlement de compte entre la maman d'Ismaël et Pétello. Vous ne deviez pas m'agresser comme ça, moi je suis pas pour rien. Vous m'avez regardé dans les yeux, vous m'avez agressé, vous m'avez dit bravo madame. C'est pas juste. Suivi quelques minutes plus tard d'une altercation entre Pétello et Yacine Bouzrou, l'avocat de la mère d'Ismaël. Non. Nous, on était avant là. Là, on l'avait vu sans masque. On a tous le même avis. Même rien déjà que votre comportement. C'est ça. Près de la machine à café, Astrid, la belle-mère d'Atama, a l'air un peu perdue. Je ne sais pas ce qui se passe. On n'arrive pas à suivre. Déjà, on apprend au fur et à mesure comment ça se passe dans un procès. L'avocat d'en face de la défense, c'est son travail, c'est de défendre son client. Et là, on apporte des pièces, on lui sert un plateau d'argent, ça sur un plateau d'argent, donc forcément, il s'en sert. Mais voilà, nous, on ne lui en veut pas à lui. On lui en veut pas à lui, c'est normal. Pétello est maintenant tout seul. Je retourne le voir. Je suis vraiment très en colère. Je suis vraiment très en colère contre M. Bouzrou. Bouzrou, normalement, il devait faire partie de la partie civile. Ben non, on a l'impression qu'il est dans la partie adverse. On s'est senti vraiment trahi parce que je ne sais pas qui c'est qui a commandé cet avocat-là, mais ils sont mal renseignés. Il est midi.
Le chien Rookie déambule dans le hall, glissant tout content d'un groupe à l'autre. Certains sortent fumer, d'autres restent autour de la machine à café ou s'assoient sur un banc. Ça fait bientôt 1 heure qu'on attend le signal pour retourner dans la salle d'audience et entendre la décision de la cour d'assises sur la suite à donner au procès. Pétello s'interroge. Ce que j'ai peur, c'est que ça soit renvoyé. Peut-être qu'ils vont remplacer le président. On ne sait pas. Si jamais ils peuvent, comme s'il était malade, et si jamais il arrive à le remplacer, pour éviter le renvoi, eh bien on va poursuivre le procès. Allez, on y va, c'est parti. On y va. Les huissiers nous disent de retourner dans la salle. Elle est pleine, des policiers sont postés à l'entrée. La cour revient et fait la lecture de l'arrêt de l'incident. Elle évoque de nouveau les détails de l'affaire et conclut à un motif légitime de faire droit à la demande de renvoi. La cour annule le procès et annonce qu'un nouveau se tiendra bientôt. Pétello se lève et insulte Maître Bouzeroux. Fanny se lève aussi, regarde l'avocat et lui crie, doigt tendu vers lui. « Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. » La parole à Maître Pascal Rouillet, l'avocat des familles d'Atama et de Manuelito. Ils sont abattus parce que forcément ce procès il a duré, c'est pas un renvoi au premier jour du procès mais au dernier jour quasiment du procès. Ces parties civiles se sont livrées, ça a été un effort, beaucoup ne voulaient pas parler, finalement ont trouvé le courage de le faire. Personne ne peut dire que lors de la prochaine audience, dans des circonstances un peu différentes, elles auront l'énergie, le courage, si elles sont présentes, de renouveler cette performance. Un nouveau procès a été refixé au 13 mars 2026. C'était Tout est à faire, un podcast de Tessa Groman, une production Outre-mer la première, des épisodes à retrouver sur le portail des Outre-mer et les plateformes d'écoute.